Synchro. Salut Internet, ici le Doc Larsen. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un montage très important en audio, le préamplificateur. Il est très important car c'est le montage en première ligne pour recevoir le signal en brut. Et il permet notamment de régler tous les problèmes liés au signal lui-même. Une guitare ou un micro-chant par exemple envoie un signal assez faible et très déséquilibré. Quand je parle de déséquilibré, en fait, ça veut dire que tout simplement certaines fréquences seront surreprésentées par rapport à d'autres. Ce qui peut entre autres foutre en l'air tout un son. Le préampli récupère un maximum de ce signal, rééquilibre le son et le renvoie de sorte que le système qui sera branché après puisse le récupérer au maximum aussi. Bon, tout ça c'est beau, mais comment ça marche ? Alors, pour comprendre, c'est un petit peu complexe. En ce qui concerne la partie qui va amplifier le signal, on va utiliser un élément semi-conducteur ou actif tout simplement, comme un AOP, une lampe ou un transistor, sachant que chacun a leurs avantages et leurs inconvénients. Encore là, ça reste assez simple à comprendre. Mais pour la deuxième partie qui concerne le rééquilibrage des fréquences, c'est pas la même histoire. Tout d'abord, il faut imaginer que notre micro a une impédance. Eh bien, l'entrée de notre préamplificateur en a une aussi. Donc le micro a une impédance. Son comportement sur la fréquence dépend de la technologie du micro utilisé. Il se trouve que l'entrée de notre montage en a une aussi. Et quand on les connecte, on obtient un pont diviseur d'impédance, composé avec les impédances donc des deux éléments. Et comme suivant la fréquence, l'impédance bouge, vous comprendrez que si celle du micro bouge énormément et que celle de l'entrée de notre préamplificateur reste très faible par rapport à celle du micro, alors il y aura des pertes des signaux à certaines bandes de fréquences. Et c'est un phénomène qu'on veut à tout prix éviter pour un préampli, qui doit recevoir un maximum de signal, quelle que soit la fréquence de celui-ci. Il possède donc une impédance très grande et qui varie le moins possible. Le préampli peut aussi, grâce à un système de filtre de fréquence, définir ce qu'on appelle une bande passante. C'est une bande de fréquence dans laquelle le signal ne sera pas atténué. C'est un petit peu la zone de travail de notre préamplificateur par exemple. Ça fait beaucoup de choses à savoir tout ça, mais ça ne servira pas à rien. Parce que maintenant, on va en fabriquer. C'est parti. Bon, première chose, il faut qu'on définisse la technologie qu'on va utiliser. Alors les lampes sont très compliquées à faire fonctionner correctement, les transistors sont plus simples mais nécessitent pas mal de réglages, et nous, on cherche à faire le plus simple possible. Dans ce cas, il nous reste l'AOP. L'AOP, c'est un petit circuit intégré, très pratique car il permet de faire des opérations mathématiques sur des signaux analogiques. Donc parfait en ce qui nous concerne. Par contre, il existe de centaines de types et pas tous sont faits pour l'audio. On va prendre une valeur sûre et qui a fait ses preuves, le TL071 de Texas Instruments. Il est très connu et utilisé en audio. Il fera l'affaire. Pour qu'il puisse amplifier, on va utiliser un montage simple avec seulement deux résistances qu'on appelle amplificateur non inverseur. Voici la formule d'amplification. On va faire en sorte qu'il amplifie 100 fois le signal à son entrée. Donc, d'après notre formule, il faudra que R1 soit 100 fois plus petite que R2. On va prendre R2 est égal à 1 kΩ, et donc R1 sera égal à 100 kΩ. On obtient donc un gain de 101, ce qui est très proche de ce qu'on voulait obtenir. Notre première fonction est prête, mais à partir de là, on a un problème. On va alimenter notre montage du positif vers la masse, ce qu'on appelle une alimentation simple. Seulement, le signal audio est alternatif, donc autant positif que négatif. Ce qui signifie que lorsque le signal sera amplifié, la partie négative sera au mieux déformée, au pire découpée. Pour arranger ce problème, il faut superposer une tension continue positive sur le signal à traiter. Comme ça, le signal à traiter sera toujours positif. Pour ajouter cette composante, on ajoute deux résistances. Une entre l'alimentation et le signal d'entrée, et l'autre relie entre le signal et la masse. En général, on fixe la tension continue à la moitié de la tension d'alimentation. Pour avoir un maximum de débattement, on prend donc deux résistances de forte valeur et égales, car elles créent un pont diviseur dont la tension divisée est récupérée sur le fil du signal. Donc si on prend deux résistances de la même valeur, on obtient bien la tension d'alimentation divisée par 2. On va prendre deux résistances de 220 kΩ. On rajoute un condensateur de découplage pour qu'il bloque la tension continue, mais laisse passer le signal alternatif.
On va prendre une valeur convenable, du genre 100 nanofarad. D'ailleurs, la valeur du condensateur n'a pas été prise par hasard, car le couple condensateur-résistance crée dans sa disposition un filtre laissant passer les fréquences hautes, mais pas les fréquences basses, ce qu'on appelle un filtre passe-haut. Et nous, on veut laisser passer un maximum de signal audible. Donc, il doit enlever les fréquences inférieures à 20 Hz. Avec ces valeurs, le filtre atténuera les fréquences jusqu'à 15 Hz. Donc on est bon. Bon, maintenant on va s'occuper de la partie qui va récupérer un maximum de signal audio, donc faire une adaptation d'impédance. Pour ça, on va simplement mettre un potentiomètre de très forte valeur, après le condensateur. Il faut que son impédance soit très élevée, on va prendre 1 mégaohm minimum. Et on pourrait le mettre à la place de R2, mais il faut savoir qu'un potentiomètre, c'est un composant qui n'est pas très fiable, donc qui casse plus facilement que les autres. Donc simplement, si on le met à la place de R2 et qui casse, on obtiendra donc un circuit ouvert, donc plusieurs mégaohms, ce qui augmentera considérablement le gain du montage, et évidemment, ça endommagera le système branché sur le préampli. En fait, pour réaliser un étage amplificateur, il vaut mieux avoir un gain fixe et un potentiomètre qui gère l'amplitude du signal à l'entrée. Enfin bref, je digresse. Il nous manque plus que 3 composants à poser. Un condo ici qui permettra à l'AOP de ne pas amplifier la composante continue, qu'on a rajouté. On va prendre une valeur assez grande pour ce condensateur, entre 10 et 100 microfarads. Maintenant, grâce à ce condensateur, la tension continue ne sera pas amplifiée. Par contre, maintenant, il faut l'enlever, car pour le reste de la chaîne de traitement de l'audio, on n'en a pas besoin. Donc on l'enlève avec un autre condensateur. On va prendre une valeur de 100 microfarads. Le problème de cette technique, c'est que le condensateur, à chaque fois que le système va s'allumer, ne va pas empêcher tout de suite cette tension de passer, ce qui va générer un ploc assez bruyant à chaque allumage. Pour pallier ce défaut, on va rajouter un dernier composant, une résistance ici, qui va amortir l'impulsion due au temps de charge du condensateur. Et comme d'habitude, le couple condensateur-résistance dans cette position crée un filtre passe-haut. Donc on fait en sorte de prendre une valeur qui permettra de couper les fréquences à peu près au même endroit que pour le premier filtre passe-haut qu'on a trouvé à l'entrée. Avec notre condo, on va choisir une résistance de 4,7 kΩ. Notre montage est enfin complet. Il ne reste plus qu'à aller le tester. C'est parti. Pour pouvoir tester mon appareil, je vais utiliser 3 appareils de mesure. Une alimentation continue qui me permettra d'alimenter notre montage, un générateur de fonction avec une sonde qui permettra d'injecter le signal, et un oscilloscope qui permettra de le visualiser. C'est parti pour le branchement. Là, je connecte l'oscilloscope à la sortie. Donc là, j'ai notre signal d'entrée qui est de 31 mV, ma tension de 9 volts. Là, je connecte l'alimentation. Et ça marche. D'ailleurs, si on fait les calculs, on a une amplification de 78 environ, soit 37 dB. Bon, maintenant passons au deuxième test qui permettra de déterminer la bande passante. Et pour ça, il faut qu'on trouve les 2 fréquences de coupure. Fréquence de coupure haute et fréquence de coupure basse. Pour trouver la fréquence de coupure haute, on part du gain maximal, donc pour nous ce sera 37 dB ou 78, et ensuite on regarde quand est-ce que le gain est divisé par 1,41, soit moins 3 dB. Moi je vais me référer à moins 3 dB, c'est plus facile. Donc on a vu que notre signal à la sortie sortait moins 1,49 dB, et bien tout simplement la fréquence de coupure ou les fréquences de coupure se situent là où le signal a perdu 3 dB, soit moins 4,4950 dB. Je détermine la bande passante à moins 3 dB car sur les systèmes qui sont fabriqués en industrie, ils déterminent leur bande passante à moins 3 dB aussi. Donc je me plie un peu à ces règles. Donc tout d'abord on va déterminer la fréquence de coupure basse et pour ça je baisse la fréquence. Donc après avoir diminué la fréquence jusqu'à ce que le signal ait perdu 3 dB, je trouve une fréquence de 14,4 Hz, qui est donc la limite basse de notre bande passante. Et donc pour trouver la fréquence de coupure haute, j'augmente la fréquence jusqu'à ce que j'obtienne le même phénomène. Donc là sur la vidéo, vous voyez 15,1 kHz pour moins 3,52 dB. Et ça ne bouge pas. Pourquoi ça ne bouge pas? Parce que tout simplement, j'ai fait une bourde de manipulation. J'ai tout simplement oublié d'enlever 1 dB en plus. Donc la bande passante va plus loin que 15,1 kHz. Voilà, c'est une erreur de ma part, j'en suis désolé. Mais c'est plutôt rassurant pour les valeurs qu'on avait trouvées. Bien, passons maintenant au troisième test qui va permettre de vérifier la linéarité de la bande passante entre les 2 fréquences de coupure. Bon, pour nous, du coup, on va prendre les 15 kHz sur lequel je m'étais arrêté. Donc pour tester ça, je vais partir de la fréquence de coupure basse,
filmer en continu mon oscilloscope et augmenter la fréquence jusqu'à ce que j'obtienne la fréquence de coupure haute. Et le but est de regarder pour voir si l'amplification bouge peu ou pas. Évidemment, j'ai accéléré cette séquence pour que vous puissiez voir que je passe bien sur toutes les fréquences. Voilà, on voit que déjà le signal commence à diminuer. Donc là, on est à -3. Et on voit que si je continue, mon signal est complètement écrasé. Donc après ce troisième test concluant, je peux dire que notre système fonctionne. Au final, je dirais qu'on est passé sur l'un des montages les plus importants en audio. Cependant, je disais lors du test de la troisième fonction, donc l'adaptation d'impédance, qu'il fallait que la bande passante ne varie peu ou pas. Eh bien en fait, si elle varie un petit peu, c'est pas si grave que ça. Attention, il faut prendre ce que je dis avec des pincettes. Si la bande passante ne varie très peu, c'est dans de bonnes proportions. Si ça varie trop, le signal va être dégueulasse. Je dirais même plus que ça, si ça bouge mais dans certaines bandes de fréquences et avec de bonnes proportions, c'est plutôt recherché. Vous voyez, aujourd'hui on utilise encore les tubes électroniques, qui est pourtant l'ancêtre du transistor, et bien ce n'est pas pour rien. C'est parce que sur certaines conditions, il offre au son une chaleur qui est incomparable et très difficilement copiable par les autres technologies. Et vous voyez, ça révèle quelque chose en audio qui est assez particulier mais qui est très important. C'est que la qualité d'un système audio ne dépend pas du prix auquel on le paie, mais dépend plutôt de son identité sonore. Quelque chose dans le système qui rendra son rendu final unique. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si oui, mettez un pouce vert, sinon mettez un pouce rouge, vous avez le droit. S'il y a des choses que vous aimeriez avoir plus en détail ou autre, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires aussi, je ferai en sorte d'y répondre. Évidemment, n'oubliez pas de partager la vidéo autour de vous si vous trouvez le sujet intéressant pour le montrer à d'autres personnes ou à des gens simplement qui auraient besoin de plus d'informations sur ce genre de petit système. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!